Bonjour à tous. Je m'appelle Nathalie Baclini. C'est moi qui vous accompagnerai dans ce webinaire en tant que modératrice. Pendant ces dernières années, nous avons eu l'occasion de travailler sur des projets dans le marketing avec le Mexique et le Canada, avec des entrepreneurs des deux parties. Pour moi, un honneur de faire partie de Panorama Créatif, un projet où l'ambassade du Canada, à travers son ambassade au Mexique, a sélectionné Centro pour faire une cartographie de la créativité au Mexique dans le domaine du design graphique, le design éditorial, le design textile, la mode, les médias interactifs, les médias audiovisuels et les arts de la scène. Cette cartographie permettra d'établir des synergies et d'ouvrir des opportunités d'affaires pour les entreprises canadiennes au Mexique. Aujourd'hui, nous continuons avec ces webinaires destinés aux entreprises canadiennes intéressées à l'industrie créative mexicaine. Il est important que vous sachiez que la langue officielle du webinaire, c'est l'espagnol, mais avec la traduction simultanée vers l'anglais et le français. À la fin de la session, nous aurons 10 minutes pour répondre aux questions du public. Donc, nous vous invitons pendant toutes les conversations à déposer vos questions dans la section de Q&A et nous aurons une session interactive à la fin pour répondre à tous vos doutes. Donc, sans plus, nous commençons cette rencontre, non sans remercier les représentants du gouvernement du Canada pour leur présence. Nous remercions et nous souhaitons la bienvenue à Ernesto Miranda, délégué commercial et officiel des affaires culturelles de l'ambassade du Canada au Mexique. Merci Ernesto d'être là. Merci à toi et merci à tous ceux qui nous accompagnent aujourd'hui pour partager leur expérience sur le design visuel et éditorial. Nous sommes très enthousiasmés par ce 5e webinaire qui fait partie d'une série d'exercices pour partager de l'intelligence sur les marchés avec les entreprises canadiennes, ce qui donnera lieu à un rapport destiné à différents secteurs et je pense que nous aurons ce rapport vers la moitié de l'été. Comme vous le savez, le design éditorial est un des secteurs les plus solides au Mexique. Nous avons pu y travailler depuis l'ambassade avec quelques entreprises canadiennes dans certains des événements importants qui ont lieu au Mexique ou qui avaient lieu depuis que la pandémie nous a arrêtés. Puisqu'on parle de la pandémie, comme dans le monde entier, les ventes dans le secteur éditorial se sont écoulées pendant 2020, mais comme dans d'autres secteurs, à la fin de 2020, nous avons vu un rebondissement grâce à la rouverture des librairies. Et fort heureusement, il y a eu des ventes de livres électroniques et des ventes de livres électroniques. Des ventes de livres électroniques et en ligne. Donc, nous continuons à vivre des défis dans l'industrie créative, dans le monde entier. Le secteur éditorial commence à montrer des signes de relance et ça peut être un secteur important pour les entreprises canadiennes au Mexique. Comme vous le savez, les ambassades du Canada tout autour du monde ont des bureaux commerciaux. Moi, j'ai le plaisir de représenter la délégation commerciale destinée aux industries créatives, donc au-delà de cet important espace que nous ouvrons grâce à Centro et à toute l'équipe de Centro, nous sommes à vos ordres, à votre disposition pour vous soutenir dans toute initiative de développement dans le marché mexicain. Donc, sans plus, je vous remercie d'être là et je te cède de nouveau le micro, Nathalie. Parfait. Merci beaucoup, Ernesto, pour ces mots. Nous voulons commencer cette conversation avec Luciel Carpe, directeur de la licence en communication visuelle de Centro, qui va vous donner un panorama général de ce secteur au Mexique. Donc, bienvenue, Luciel. Merci Nathalie, merci Ernesto. L'industrie éditoriale au Mexique a une longue histoire. La première imprimerie qui a été créée ici, dans ce côté du monde, a été installée ici, à Mexico, au centre-ville, et
et il a été fondé par un imprimeur d'origine italienne, Juan Pablo, et cela est arrivé il y a à peu près 480 ans. Donc, comme vous le voyez, il y a une histoire forte dans l'industrie éditoriale dans notre pays. Notre conversation d'aujourd'hui va être divisée en deux parties. Nous allons parler tout d'abord du rôle du design éditorial dans le monde éditorial et ensuite quelle est sa perspective créative, quel est le rôle d'un designer éditorial au Mexique. La deuxième partie portera sur la gestion de l'industrie créative pour parler des mouvements qui ont lieu dans les éditoriales, quel est le rôle des institutions du gouvernement par rapport aux industries éditoriales. Les jeunes au Mexique aujourd'hui travaillent dans la partie économique créative et ont un rôle très important dans l'industrie créative. C'est là où nous avons actuellement plus de jeunes qui travaillent dans le secteur. Je veux également parler d'une question importante qui a trait au PIB dans notre pays. Les industries créatives au Mexique contribue avec 3,1% du PIB et parmi tout cela, 3% correspond au secteur éditorial. Le Mexique a plusieurs foires littéraires. Il y a à peu près 150 foires littéraires, des petites foires, mais nous avons une grande foire, la foire internationale du livre de Guadalajara, qui cette année fête ses 35 ans. C'est la foire annuelle la plus grande en langue espagnole. Le rôle de la FIL joue un rôle fondamental au niveau international. Et c'est la deuxième plus grande foire de livres au monde, dans toutes les langues. Nous avons également des foires pour le secteur des enfants et de la jeunesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Uciel, d'avoir partagé ces données avec nous. Ce sont des considérations importantes sur le design éditorial. À partir de ceci, j'aimerais que chacun de nos invités nous partage depuis son expérience ce qui caractérise et quels sont les défis du secteur éditorial au Mexique. Nous allons donner la bienvenue à Cristina Paoli, fondatrice et directrice de Périphérie Atelier Graphique. Cristina, comment perçois-tu le secteur du design éditorial au Mexique et quels sont les défis pour trouver un bilan entre le designer créatif et la circulation et la consommation du produit qu'il traite? Donc, nous te cédons la parole. Bonjour, je suis très heureuse d'être aujourd'hui ici avec vous. Merci beaucoup pour cette invitation. Eh bien, moi, je pense que le design éditorial au Mexique et dans le monde, mais certainement au Mexique, se trouve dans un grand moment. Le livre, en tant qu'objet, en tant que moyen de mémoire, a une importance énorme en ce moment. Il me semble que des artistes, des écrivains, des lecteurs, des institutions lui donnent une valeur très importante, donnent une valeur très importante au livre et cet objet qui va condenser la mémoire de quelque chose. Donc, non seulement il y a une grande importance des contenus, mais aussi mais ce qui est important, c'est aussi la forme des publications. Aujourd'hui, avec toutes les possibilités techniques qui existent, avec tous les livres électroniques et autres,
le livre imprimé, me semble-t-il, actuellement, a une grande valeur parce que matériellement, il peut aussi communiquer énormément par rapport au contenu du livre. Donc aujourd'hui, le rôle du designer éditorial, du concepteur éditorial est de plus en plus important dans le sens où on donne une matérialité à cet objet qui contient tant de choses, qui a un rythme, qui va raconter une histoire et qui va ensuite passer à la postérité pour raconter quelque chose. Par ailleurs, la création de design éditorial aujourd'hui au Mexique est peut-être dans son moment le plus fort, le plus vivant, parce qu'il y a toute une génération de nouveaux concepteurs, de nouveaux designers qui sont très intéressés par les publications et qui ont en plus le soutien de l'éducation professionnelle qu'ils ont eu. Il y a certains designers comme moi, certains graphistes éditoriaux qui sont là, ça fait 15 ans que je le fais, mais moi, en réalité, je n'ai pas appris à faire des livres dans les cours de design. J'ai dû apprendre à le faire par la suite. Et ça m'a donné toute une structure qui a été très bonne, mais je sens que les nouvelles personnes qui arrivent, arrivent avec beaucoup de bases pour pouvoir faire, pour pouvoir bien faire le travail. Et en matière éditoriale, ce qui est très important, c'est qu'il y a des possibilités créatives et cet objet de marché qu'est le livre s'est propulsé dans ces dernières années avec de nouveaux matériaux. Il y a eu un enrichissement du livre en tant qu'objet et en ce moment, comme je vous dis, c'est un moment très excitant parce qu'il y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent à nous. Voilà ce que je pourrais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christina, d'avoir partagé avec nous ta vision et ton enthousiasme. Pour continuer avec cette conversation, nous avons aussi la présence de Santiago Fernandez de Calella, directeur de Turner Book Mexique. Bienvenue Santiago. Est-ce que tu pourrais nous donner ta perspective depuis une éditoriale internationale? Comment s'est passée la collaboration avec le Mexique pour la conceptualisation, le design et la production de projets éditoriaux? Quelle perspective tu donnerais aux éditoriales canadiennes et par rapport au marché au Mexique ces dernières années? Merci Santiago et sois le bienvenu. Eh bien, merci beaucoup, merci à Centro, merci à l'ambassade du Canada pour son invitation. Et réellement, nous sommes dans un pays, le Mexique, qui offre aujourd'hui une quantité d'opportunités dans le domaine éditorial qui sont impressionnantes. Comme Luciel l'a dit précédemment, c'est au Mexique qu'a été fondée la première imprimerie. Justement, contrairement à ce qui se passait avec l'Empire britannique ou avec le portugais, qui ne permettait pas l'implantation d'imprimeries ni d'universités, disons qu'une des formes de maintenir la maîtrise, l'emprise sur les colonies, c'était d'empêcher tout cela. Aujourd'hui, nous sommes dans le pays le plus peuplé de langue espagnole, de 120 millions de personnes. C'est un marché donc énorme. En plus, justement, c'est une des portes d'entrée à tout ce qui est le marché hispanophone du livre. Justement, comme Luciel l'a dit aussi précédemment, la foire de Guadalajara, la foire internationale du livre de Guadalajara, est une des foires les plus importantes du monde avec un dynamisme très important. Et justement, ce que l'on voit dans chaque édition de la foire, c'est qu'il y a de plus en plus d'intérêt de la part des pays, même s'ils ne sont pas hispanophones, et ils veulent être là dans le domaine des affaires, dans la foire d'affaires, qui est parallèle à la foire internationale du livre. Le Mexique, depuis le XXe siècle, offre tout un domaine créatif, tout un domaine de l'image, des techniques
qui a été très fertile. L'équipe de créateurs est actuellement très dense, très active et a un dynamisme énorme. Les équipes ici gagnent des prix internationaux. J'ai toujours été surpris par le nombre d'écoles de design qui existent, mais comme le disait Christine il y a un moment, peut-être que le métier de faire des livres se conquiert à travers la pratique aussi. Et je pense que le Mexique est une terre fertile dans le domaine de l'image. Il y a l'élément de la couleur, de l'élégance. Il y a des icônes internationaux. Il y a toute cette graphique de la Révolution qui est impressionnante. Ça a été un moment très actif, très dynamique. Et ça a été un des exemples de ce qui s'est passé, qui a montré que ce qui était imprimé était un grand moyen de communication. Et puis nous avons des icônes, des peintres comme Frida Kahlo qui est reconnu dans le monde entier, et ceci grâce à cet imaginaire mexicain. Nous voyons aussi toutes sortes d'industries créatives. Et dans l'architecture, nous avons eu des personnages comme Luis Barragán. Les Mexicains ont une culture très particulière de la couleur, ce qui a énormément nourri le design au Mexique. Donc le Mexique a un panorama véritablement fructueux. Et je pense qu'il y a une quantité d'opportunités énormes au Mexique. Le travail du graphiste au Mexique, même s'il y a une industrie éditoriale très développée, est énorme, mais il y a beaucoup de petites éditoriales qui surgissent. Et justement, le designer au Mexique peut agir aussi comme quelqu'un qui rend, qui concrétise en une réalité les projets et devient un catalyseur qui met toutes les pièces ensemble pour que le projet puisse se concrétiser. Et ça, c'est vraiment particulier au Mexique. Ce n'est pas fréquent dans tous les pays. On ne voit pas toujours un designer capable de faire même le rôle de l'éditeur. Et donc on produit des livres avec une grande liberté. Il y a plus de liberté que ailleurs où il y a peut-être plus de réglementation. L'industrie du design graphique appliquée au monde éditorial est un élément énorme parce que en plus la matière qu'il y a au Mexique pour donner du contenu au Mexique, c'est vraiment riche. Le Mexique a été un protagoniste important dans le marché éditorial contemporain, comme le disait Christina. Il y a une activité très importante dans le monde de l'art qui permet de concrétiser des publications. C'est un moment effectivement fantastique, mais qui a commencé à naître depuis, disons, 30 ans, 30 ou 35 ans maintenant, 30 ou 35 ans. Justement, nous nous sommes rendus compte que cette activité se développe encore davantage. Nous avons beaucoup d'espoir, même si la pandémie a été très dure pour toutes les maisons éditoriales. Mais il y a eu une récupération quand même avant Noël de l'année dernière. Généralement, pour le monde du livre, surtout le livre illustré, Noël est un moment spécial. Alors moi, je suis optimiste. Je pense qu'il y a d'énormes opportunités et beaucoup de matière à apporter au monde.
Donc pour nous, en tant qu'éditoriale étrangère, le Mexique est un monde fertile pour nous. Eh bien, merci beaucoup Santiago de nous partager depuis ta perspective toutes ces opportunités. Ça a l'air parfait. Donc pour fermer ce premier bloc qui nous a donné un panorama général, nous sommes accompagnés par Tomás Granados Salinas, fondateur et directeur de Graines de Sel. Il va nous parler de la relation avec le gouvernement et il va nous parler des acteurs décentralisés et des acteurs du secteur. Eh bien, bonjour, je suis très content. Merci à l'ambassade du Canada de nous avoir invités. Je veux dire que au-delà de ce qu'on pourra dire sur notre conception de la situation du graphisme et de l'industrie éditoriale au Mexique, je pense que le Mexique pourrait examiner davantage et essayer d'apprendre à partir de l'observation de l'industrie éditoriale canadienne. La présence de l'exception culturelle canadienne a été très forte, fortement défendue, et je pense que nous aurions là des leçons à apprendre et à mettre en pratique. Moi, je tiens à faire une description brève de la présence, disons, ou de l'importance qu'a eu historiquement l'État dans le monde du livre au Mexique. Au Mexique, différents organismes gouvernementaux occupent le premier lieu dans la production de livres, dans l'achat du livre et dans la vente du livre. C'est-à-dire que la présence tout au long du XXe siècle, je n'irai pas jusqu'au XVIe siècle comme on a fait au début, mais disons au XXe siècle, le livre a été fondamental au Mexique. On donne des livres gratuits, scolaires gratuits, jusqu'à l'âge de 12 ans, ce qui a un peu marginalisé l'industrie privée, parce que souvent les éditoriales subsistent de tous, à partir de tout ça, et ensuite c'est avec ça qu'ils peuvent publier de la littérature, mais au Mexique ce n'est pas possible. Donc au Mexique l'État est l'éditeur, le distributeur, etc. Et en plus, étant donné le système politique, pendant très longtemps, cela a favorisé des mécanismes pour maintenir dans des niveaux de subsistance toute l'activité éditoriale mexicaine. Il faut savoir quelque chose de plus. Après ce protagonisme de l'État mexicain, dans le monde de l'édition au Mexique, ce qui domine, c'est les entreprises espagnoles, et je ne passe pas d'entreprises comme Turner, mais les grands géants comme Planeta ou Penguin Random House. Donc, il y a donc l'État et puis l'industrie privée espagnole, et puis il y a le secteur des éditoriales mexicaines très actives, très créatives, mais disons que les principaux acteurs sont d'un côté l'État et ensuite les éditoriales d'origine espagnole. Mais je pense que les problèmes sont l'origine des opportunités. Notre problème, c'est que le marché est très tout petit. Il y a peu de librairies. Le pays ne se compare pas à l'extension du Canada, mais notre population est énorme. Si l'on pense à notre population, le nombre de bibliothèques publiques et de librairies est ridicule. Les gens peuvent acheter leurs propres livres ou peuvent aller à la bibliothèque. Mais ces deux réseaux de librairies et de bibliothèques sont vraiment ridicules par rapport à la quantité de la population. Ceci est un problème historique. Et la pandémie nous oblige à chercher des alternatives. Le gouvernement actuel a moins investi dans l'achat de livres, etc. Et toute cette fragilité a réduit
la dépendance que beaucoup de maisons éditoriales avaient par rapport au gouvernement. Et lorsque le gouvernement disparaît de la scène, ça a obligé à une refondation dont le résultat est incertain. Ça a obligé à une restructuration du marché éditorial. Il faut plus de communication entre les éditeurs, les illustrateurs, les traducteurs, etc., pour pouvoir avoir une bonne offre dans tout le pays. Donc le côté optimiste, pour le côté optimiste, je dirais que la pandémie et le changement de gouvernement nous a obligés à recréer la manière de faire parvenir le livre aux lecteurs. Et puis, nous avons la leçon de ce qui se passe en dehors des frontières du Mexique. Ici, on ne connaît pas l'utilisation des métadonnées. Cette partie un peu plus ennuyeuse qui n'a rien à voir avec la création, le design, ce sont les descripteurs de livres qui aident à ce que les librairies et les lecteurs trouvent ce qu'ils cherchent. Et il y a quelques années, une entreprise allemande avec l'organisme des éditeurs mexicains, la Chambre mexicaine du design éditorial, s'est associée pour créer le service qui s'appelle MetaBooks, qui offre de l'information sur ce qui est disponible dans le marché. Donc l'absence, la fragilité de notre marché, qui faisait qu'on ne connaissait pas les métadonnées, maintenant a donné lieu à une possible intervention, une meilleure connaissance, une meilleure proximité avec le secteur. Voilà la situation où l'on est dans un marché qui est fragile, mais où il y a des initiatives qui peuvent être très techniques, comme celle que je viens de décrire, mais en association avec des entités mexicaines. Donc voilà ce dont je voulais parler. Il y a cette crise qui nous met tous à l'épreuve. Ceux qui parviendront à survivre seront renforcés, ils seront plus forts, même si nous en perdrons plusieurs sur la route. On peut parler de la faute du livre de Guadalajara, et je veux dire pourquoi je la considère essentielle pour toute relation avec les auteurs et les éditeurs canadiens. C'est la seule foire du livre au Mexique où le secteur commercial, les rencontres professionnelles, commerciales, de vente des droits, etc. fonctionnent. Le Canada, ça a été un des premiers pays invités à la foire en 1996. Il y a eu un premier écho, par exemple. Moi, avec des éditeurs canadiens 2 ans plus tard. Après, le lien s'est dilué. Mais je dirais que ce côté professionnel de la foire internationale du livre de Guadalajara est le plus important, et c'est au niveau des grandes foires internationales du livre comme celle de Francfort. Voici mon intervention, Nathalie. Merci. Je pense que Ousiel va maintenant partager des informations avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup, Thomas. Oui. Maintenant, nous allons parler de la partie des affaires, ou ce qu'il y a derrière de la gestion de l'industrie éditoriale. Comme on l'a bien mentionné, il y a ce rôle du gouvernement qui a été très important et qui a fait que beaucoup des petites éditoriales dépendent aussi de l'achat de livres de la part du gouvernement. Je souhaiterais que l'on voit ici ce qui se passe, quels sont les livres qui sont vendus, quels sont ces pourcentages. Nous pouvons voir que les livres de littérature sont encore dans le marché et les livres académiques font 1/3 du marché. Il y a une partie très importante quant aux livres de self-help, qui est un marché qui a beaucoup grandi ces dernières années et qui constitue presque 30% des ventes.
et puis les livres, les manuels, les livres de recettes, les manuels, etc., qui continuent à être importants. Et puis il y a tout ce qui a trait à la cuisine. Et donc là, il y a tout ce qui a trait à la cuisine, à la gastronomie, et aussi à l'architecture. Les manuels, les guides de travail, en moindre mesure. Et puis, il faut voir ici quelles sont les quantités dont on parle quant à la production. Donc, les sommes d'argent. Nous avons ici deux rôles importants de deux universités qui dominent pratiquement le marché. L'UNAM, l'Université nationale autonome du Mexique, qui a à peu près une population d'un demi-million d'habitants entre étudiants, professeurs et chercheurs, ce qui la rend pratiquement l'éditoriale la plus forte de livres au Mexique. Ici, nous voyons qu'ils produisent 136 500 livres par an, 53 000 revues, 35 000 catalogues et brochures et 4 000 parutions numériques. Ceci, bon, fait de cette université la numéro 1. Et ensuite, nous avons l'université de Guadalajara qui n'a pas des revues, mais qui est très forte dans le livre scolaire. Et ces dernières années, ces publications éditoriales se sont beaucoup développées. Il est important de voir aussi qu'au Mexique, les ventes de livres n'ont pas vraiment lieu dans les librairies, mais actuellement, il y a beaucoup de supermarchés, de grandes surfaces qui ont un rôle très important dans la vente de livres. Nous avons à peu près 1900 établissements au niveau national où l'on vend des livres et nous pouvons dire que dans les librairies en tant que telles sont peu nombreuses. Il y a des chaînes qui se sont emparées du marché et ça a un impact sur les petites éditoriales. Je dirais qu'il y a deux types de maisons éditoriales. Il y a d'un côté les grands groupes éditoriaux transnationaux et d'un autre côté, nous avons à peu près 400 petites maisons éditoriales dans le pays. Nous pouvons voir également que la production est très inégale. Les petites éditoriales publient un maximum de 30 livres par an. En général, la moyenne, c'est supérieur à 10. Et ceci contraste avec les grands groupes éditoriaux qui aujourd'hui ont déjà acheté beaucoup des éditoriales traditionnelles mexicaines qui leur appartiennent déjà. Ce sont des groupes transnationaux qui sont en train de tout acheter. Mais nous allons parler maintenant avec Santiago. Santiago, qui est directeur de Tourmel. Et Santiago, je ne sais pas si tu peux nous parler, parce que vous êtes une éditoriale très forte au Mexique. Est-ce que tu peux nous parler du travail que vous avez fait avec les institutions mexicaines? On peut parler ici des coéditions. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience avec les coéditions pour des institutions gouvernementales ou non gouvernementales? Comment se sont passées les affaires? Tu as mentionné que la pandémie avait été un coup très fort, mais quelle est la perspective vers l'avenir? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Uciel. Dans le domaine des coéditions, il y a toute une série de projets que nous avons réalisés. Et le premier qui m'a paru intéressant, ça a été nous avons commencé une collection avec
et c'est peut-être espagnol avec une tradition très importante, très forte, qui s'est développée lorsque les maisons éditoriales se sont affaiblies en Espagne à cause de Franco. Nous avons, par exemple, travaillé dans une collection d'essais, ça s'est appelé Noema. Notre association a été très fructueuse. Nous avons fait une division territoriale pour publier entre 20 et 25 titres par an. Le Fonds de culture économique s'est fait travail dans le Mexique et toute l'Amérique latine, et Turner a conservé l'Espagne. L'idée était que les deux groupes nous utiliserions nos forces pour la distribution et la promotion des titres dans nos territoires les plus naturels, disons. Ça a été une collection qui a donné lieu à peu près 60 et quelques titres tout au long de 7-8 ans. Et il y a eu toute une série de changements dans la politique du fondo et des changements de la direction. Et donc, nous avons terminé cette relation de manière amicale et nous avons continué, nous, avec notre ligne. Et aujourd'hui, cette collection a 240 titres vivants à peu près. La forme, disons que nous avions fait une division éditoriale territoriale pure et dure, ce qui est assez habituel dans les coéditions au niveau international. Dans ce cas, la plupart des cas étaient des traductions fondamentalement de l'anglais à l'espagnol, et ce que ça nous a permis, ça a été d'accéder au marché naturel de chacun. Dans ce sens, il y a un exemple que j'aimerais citer. Un des livres clés de l'histoire du Mexique, c'est l'histoire minimale du Mexique. On a vendu à peu près 25 millions d'exemplaires. Et justement, lors de la commémoration de l'indépendance et de la Révolution, nous avons proposé au Colegio de México, qui est l'éditeur de l'histoire minimale du Mexique, de faire une adaptation en roman graphique de ce livre emblématique. On a commencé en 2010, l'année des commémorations, et nous avons publié chapitre par chapitre dans des livres de BD. Et ça aussi, ça a été d'aventure fructueuse. Nous avons atteint un public que nous n'arrivions pas à atteindre avant, grâce à cette adaptation illustrée en BD. Et donc nous avons joint des forces pour faire cette adaptation. C'est un projet qui a été lidéré par Francisco de la Mora, qui avait beaucoup d'expérience dans le domaine du roman graphique. Et justement, auprès d'une institution académique telle que le Colegio de México, ça a été quelque chose qui a eu beaucoup de valeur. Pour que vous ayez une idée, pour ces 8 livres qu'on a publiés aujourd'hui, on a vendu déjà un demi-million d'exemplaires. Et c'est une vente institutionnelle qui est promue par des entités institutionnelles publiques, et il y a une vente en librairie. Et d'un autre côté, ce que j'aimerais aussi, c'est dire que tout ce qui est le livre illustré, le livre d'art, de photographie, de design, d'architecture, il y a une quantité énorme d'opportunités très intéressantes de faire des affaires dans ce domaine à travers la vente de droits dans d'autres langues. Et ça, c'est quelque chose que promeuvent énormément les institutions culturelles qui
reçoivent des expositions, des exhibitions, aussi bien dans le pays qu'à l'extérieur du pays. Par exemple, nous avons commencé en 2002 avec une exposition très importante qu'il y a eu à Londres dans la Royal Academy, les Aztèques. Et là, ce qu'on a fait, c'est prendre les droits en espagnol, faire la traduction. On a fait un tirage énorme. Et là, il y a beaucoup d'institutions, aussi bien publiques que privées, qui ont participé, qui était le ministère de Culture à cette époque-là, le Conaculta, et la Fondation Televisa ou le Fomento Cultural Banamex. Et justement, ce que ça nous a permis, ça a été de faire cette édition en espagnol. Et au total, dans les 3 réimpressions, nous avons fait environ 14 ou 15 000 exemplaires. Et justement, ce que ça permet, c'est de diffuser davantage l'œuvre et accéder à des publics très intéressés. Justement, lors de ma première intervention dans ce webinaire, je mentionnais qu'il y a un grand intérêt des étrangers concernant le Mexique, ce qui facilite ce genre d'activité. Moi, je pense que ce sont là 3 exemples qui, d'une manière ou d'une autre, nous donnent une vision du type d'accord auquel on peut accéder. Merci beaucoup, Santiago. Pour continuer avec ce deuxième bloc, Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne le modèle de travail entre le CONALITEC, c'est-à-dire la Commission nationale du livre gratuit, et les entreprises indépendantes? Bon, tout d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est que le CONALITEC, c'est la Commission nationale de livre gratuit, qui est le bras du gouvernement responsable de produire et distribuer les livres scolaires pour l'éducation primaire. Ça, c'est sa grande activité. Mais en plus, depuis le début de ce siècle, le CONALITEC a eu diverses initiatives pour créer des bibliothèques dans les écoles. Il y a le projet Bibliothèque dans ma salle. L'idée, c'était que chaque salle de classe ait une petite bibliothèque, en plus des livres obligatoires. On voulait qu'il y ait des livres pas forcément liés au plan d'études, et en plus, il y a eu le projet des bibliothèques scolaires pour chaque établissement. C'était un projet très intéressant, mais actuellement, il languit un peu. Le budget, il n'y a plus de budget. Le gouvernement récent a éliminé ces projets. Ils n'ont quasiment aucune disposition à alimenter ce genre de programme. Et quand il le fait, c'est avec des achats très petits, très ponctuels. C'est dommage parce que lorsque ces 2 programmes avaient existé, ça avait été une bouffée d'oxygène. Les achats de nombre d'exemplaires étaient si riches qu'il y a eu des entreprises éditoriales qui ont été créées seulement pour créer des livres qui rentraient dans les concours pour ces programmes. Ça a stimulé les écrivains, les éditeurs, les distributeurs, mais c'était quelque chose d'un peu illusoire parce que ça dépendait de la volonté du gouvernement. Cette rivière s'étant asséchée, et aujourd'hui, il n'y a plus d'où s'alimenter. Et ça introduit une situation assez particulière. Ça a établi un modèle pour évaluer les coûts des livres achetés par les gouvernements. Les prix avaient été acceptés par l'industrie dans son ensemble. C'était adapté à ce modèle-là, mais maintenant, ça peut porter nuisance à ce que font les éditeurs. Aujourd'hui, ces projets sont pratiquement inexistants et ma perspective, c'est que pendant le reste de ce sexennat, il n'y aura plus des achats de livres de grande ampleur et donc cela explique, cela oblige les éditeurs à inventer un autre type de collaboration. Moi, j'aimerais signaler
peut-être pas des exemples aussi réussis que ceux mentionnés par Santiago. C'est toujours utile de participer dans un webinaire parce qu'on apprend ce genre de choses, ces chiffres sont exceptionnels. Ça a trait à la grande qualité de tout, mais moi je vais mentionner 3 cas qui ont trait à la production canadienne et mexicaine. Il y a un cas qui n'est pas très important en question de volume, mais qui a eu une grande répercussion, qui implique aussi le Fondo Nacional de Cultura, qui avec prix de force a établi un prix qui était donné de manière alternative à un poète canadien de langue française et à un poète mexicain. Bon, les montants seraient symboliques si on compare ça avec ce qui a été mentionné par Santiago. On croirait même à une erreur d'échelle, mais l'exercice culturel m'a paru important. Un autre exemple avec lequel j'ai eu une certaine proximité, moi j'ai acheté les droits d'un livre à Haki en March, l'éditorial de Vancouver, et j'ai publié ce livre. Dans des conversations, on s'est demandé si Haki en March pouvait avoir plus de présence au Mexique, mais en fait, le succès, ça n'a pas été tellement les livres, mais des petits cahiers. Il y avait une tentative de chercher un coéditeur, mais en fait, ce qui est arrivé, ce sont les petits cahiers avec des pages blanches. Et finalement, un terrain où il y a une opportunité, et peut-être que là, Centre peut être le bras exécuteur. Moi, à un moment donné, j'ai fait le master en édition de la Simon Fraser University, et je pense qu'il y a un filon non exploré encore dans les activités éditoriales. Par exemple, on pourrait apprendre mutuellement, nous les Mexicains, on pourrait apprendre de ce que font déjà les Canadiens de la Colombie-Britannique. Et dans ce domaine, il y aurait une troisième forme de collaboration. Merci beaucoup Thomas, une fois de plus. Bon, nous nous approchons à la fin de cette conversation. Je veux simplement réitérer à nos auditeurs qu'ils peuvent mettre leurs questions dans la partie destinée au Q&A pour pouvoir commencer dans quelques minutes l'interaction avec tout le monde. Et avant de terminer cette partie, la meilleure clôture possible, une fois qu'on a déjà parlé du secteur depuis la partie créative et esthétique et depuis le côté industriel et la possibilité d'alliance, je veux demander à Christina de parler des projets les plus significatifs que tu as développés, Christina, ayant une projection internationale, et comment le design éditorial peut créer des dialogues esthétiques et narratifs entre les deux pays. Eh bien, justement, j'étais en train de penser que la plupart des projets que je fais n'ont pas de contact international. La plupart ont un contact international, soit parce que l'auteur est d'un autre pays ou a reçu la commission d'un autre pays ou le livre s'imprime dans un autre pays. Dans le livre d'art, qui est ma spécialité, il y a presque toujours en jeu un réseau international. Étant donné la limitation de temps, je ne vais parler que de 2 cas très spécifiques. D'un côté, il y a ma collaboration avec l'artiste Francis Alice, un artiste d'origine belge, mais qui vit au Mexique depuis 30 ans, qui a déjà la nationalité mexicaine d'ailleurs. Lui, il a fait 4 livres. Ça a été le premier livre que j'ai fait, qui est un livre qui a été publié au Brésil par l'éditorial Costa Creative.
C'était une collaboration faite avec Francis au Mexique. C'est un livre autour d'une seule pièce qui s'appelle Tornade. Nous avons fait tout un dialogue assez complexe de style, de tableaux qu'il a fait autour de ce thème, de collage, etc. Et ce livre a été financé par l'éditorial Cossack Naïti parce que cette pièce de Tornade était présentée dans la Biennale de Sao Paulo. D'ailleurs, moi, je suis partie à Sao Paulo pour imprimer ce livre avec même quelques tableaux de Francis dans ma valise pour comparer la couleur, etc. Je crois que ça a été un cas qui a eu beaucoup de succès. Le livre suivant que j'ai fait avec Francis Alice, ça a été ce livre pour le musée Tamayo. Moi, j'ai collaboré pendant plusieurs années avec le musée Tamayo et j'ai développé 3 collections pour eux. Ça a été le dernier livre pour la dernière collection que j'ai conçu pour eux. Il a fait une exposition là et en plus, ça a été un livre où ont participé le Conaculta, un musée d'art latino-américain de Buenos Aires, le musée de Beaux-Arts de Cuba et ainsi que Ontario. Les Cubains n'ont pas donné d'argent, mais tous les autres oui. Et c'est un livre qui a été imprimé au Mexique et qui a même été présenté au Canada pour l'exposition là-bas et à Cuba bien sûr. Et ensuite les Argentins ont fait leur propre impression. Ensuite, un autre livre que j'ai fait avec Francis et qui est intéressant aussi et qui montre bien comment est le livre éditorial aujourd'hui, c'est ce livre-ci qui concerne une exposition qu'il a montée à Naples et en Varsovie. Ce sont 2 livres frères parce que d'ailleurs le contenu est exactement le même. Celui-ci est en anglais et en italien. Et celui-ci, il y a eu simplement un changement d'une plaque. On a changé la plaque du noir et on l'a imprimé en anglais et en polonais. Le musée, c'est le musée Madre qui est à Naples et c'est distribué par Mondadori Electra. Et ceci a été imprimé en Pologne, le Centre d'art contemporain qui a eu cette exposition. Donc ça a été une collaboration entre des Italiens, Polonais, les Américains, parce que l'une des galeries de Francis Alice était une éditoriale internationale, mais surtout américaine. Ils ont donné des ressources pour ce livre. Moi, je connais ce livre en italien ou en polonais. J'ai fait ce livre en ces langues, sans parler les langues, mais bon, ça a été assez simple de changer les langues. Et finalement, le dernier livre que j'ai fait avec lui, c'est ce petit livre qui est entièrement financé par la galerie à New York, mais qui est imprimé à Londres. Un autre cas que je voulais vous présenter, c'est ce livre que j'ai fait pour le pavillon d'architecture lors de la Biennale de Venise, le pavillon du Chili. Et c'est intéressant parce que en réalité, ça vient de celui-ci que j'ai fait avant. Je travaille beaucoup pour une maison éditoriale qui s'appelle Archini, c'est un livre d'architecture. Et ce livre porte sur une école d'architecture au Chili dans un lieu qui s'appelle Talca. Une école très intéressante, c'est un système où on apprend aux élèves à travailler avec les matériaux, etc. C'est une forme de s'approcher de manière très sociale à l'architecture. Bref, donc j'ai eu une si bonne relation avec eux. Et même ce livre, non seulement est allé au Chili, mais a même gagné un prix, le prix d'Inde d'architecture
dans la foire du livre de Francfort. Et grâce à ce livre-là, ces personnes de Talca m'ont de nouveau engagé lorsqu'on leur a demandé de faire le pavillon à Venise. Et c'est là que nous avons fait ce livre avec une édition en anglais, en espagnol avec un simple changement de plaque également. C'est distribué par cette éditoriale allemande. Le livre a été fait au Chili, imprimé en Allemagne. Donc, nous collaborons à l'échelle internationale constamment dans notre atelier. Incroyable. Merci beaucoup, Christina. Merci de partager tout ceci avec nous. Il ne nous reste plus que 3 minutes. Christina reste, ne s'en va pas. Thomas, Santiago, Uciel, nous avons quelques questions. À vrai dire, il y a des questions qui ont été répondues dans la dynamique. On vous remercie pour votre enthousiasme, votre vision et votre perspective et tout le potentiel que vous signalez. Il y a une question qui n'est pas destinée à quelqu'un de particulier, mais c'est quelle est la meilleure voie pour que nous puissions collaborer entre le Canada et le Mexique pour les droits de traduction? La réponse est très simple, c'est la foire du livre de Guadalajara. La visite doit être préparée comme toute visite à la foire, c'est-à-dire que il faut chercher des affinités à travers les catalogues, etc. Il faut chercher la rencontre. C'est la réponse dans la vie pré-pandémique. C'est-à-dire que aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'attendre la foire. La foire a un catalogue, on sait quelles sont les personnes qui participent. Donc, on peut communiquer à travers le site de la foire de Guadalajara. Et lorsque la pandémie sera terminée, vous pouvez visiter la foire de Guadalajara. Je suis totalement d'accord avec Thomas. Pour ce genre de choses, très clairement, la foire de Guadalajara offre, je pense que c'est l'espace le plus approprié. Et vamos a compartir también un Je report. veux rappeler à tous les auditeurs que nous allons partager un rapport aussi avec le répertoire de tous les fois. Vous pourrez leur écrire et explorer d'autres choses. Nous sommes sur le point de terminer. Je tiens à remercier tous nos invités et merci également à tout le public qui s'est connecté pour ce webinaire. Ces espaces de conversation aident les entrepreneurs canadiens créatifs pour identifier des opportunités d'affaires. Merci encore. Nous vous attendons au prochain webinaire. Créativité sans frontières, opportunités d'affaires dans le graphique, dans le design de graphique et de produits.